Bien, on va passer à la deuxième partie. Donc maintenant, nous allons évoquer évidemment les politiques de l'emploi. Et comme personne ressource, c'est Pierre de Vleeschouwer, qui est directeur de la FEBISP, la Fédération bruxelloise des organismes d'insertion socio-professionnelle et d'économie sociale d'insertion. Merci d'être là et de prendre la parole. Pas quand bon vous semble, mais quand vous pensez effectivement qu'il y a des choses à redire. Alors, Monsieur Gozouin, qu'en est-il de l'Alliance Emploi-Formation avec le monde de l'enseignement et des entreprises sous cette législature en termes d'objectifs et de mise en œuvre, puisque c'est un des grands projets? Bon, d'abord, dire que c'est la première fois qu'un gouvernement régional bruxellois met à son programme des compétences qui ne sont pas les leurs, à savoir les compétences communautaires de l'enseignement. Nous disons, et moi je dis ça, je martèle de cela depuis à peu près 12 ans, le problème de l'emploi et de la formation, c'est aussi un problème de l'enseignement. Et qu'on ne résoudra pas le problème de l'emploi et de la formation si on n'a pas une réflexion cohérente de ce qui doit se faire aussi en amont. Ça n'était pas évident. Nous l'avons fait. Et nous avons tenu notre réunion, notre premier task force, qui a réuni l'ensemble des ministres de ce pays. Mettre autour de la table des ministres de la communauté française, de la communauté flamande, les différentes autorités bruxelloises, ça n'était pas gagné d'avance, cela a été, et je le dis, et je le souligne positivement, parce que quand c'est positif, il faut aussi le dire. Alors, à partir de là, on a décidé de mettre une série de groupes de travail avec des objectifs. Très prochainement, par exemple, on travaille à l'établissement d'un cadastre de l'offre d'enseignement et de formation, mais dans une interaction, faire les formations de l'enseignement et puis faire les formations post-enseignement, tout ça à part, ça n'a pas de sens. Il faut aussi que l'on mette davantage en corrélation le monde du travail. Quand je dis le monde du travail, ce n'est pas simplement le monde du secteur marchand, c'est le secteur non marchand, de façon à ce qu'on ait aussi une analyse des besoins et qu'on voit dans quelle mesure nous sommes en phase avec les demandes et les évolutions futures. On a décidé de faire un plan d'action, alors c'est tellement vrai, on n'a quand même pas chômé. Le 26 février, nous avons eu un gouvernement quadripartite. C'est la première fois que nous faisons un gouvernement quadripartite. On a souvent fait des gouvernements bipartites, ça c'est vrai, quadripartite. Ça veut dire que, la région bruxelloise, veut dire que les collègues néerlandophones, il faut le souligner, acceptent de travailler ensemble avec la COCOF, ça allait encore, puisque en plus c'était les mêmes personnes souvent, enfin dans le chef francophone, mais aussi avec la région wallonne et aussi avec la communauté française. Nous avons réanimé toute une série de projets qui étaient dans les tiroirs, je vais en prendre qu'un seul, c'est l'Office francophone d'information d'alternance. Moi j'ai été très surpris de voir que c'est un beau projet, mais il était dans les tiroirs depuis 2008 et il n'était pas sorti des tiroirs francophones depuis 2008. On l'a remis sur rail. Alors, ce qui me fait dire qu'aujourd'hui nous n'avons pas d'excuses, nous politiques. On a remis la tuyauterie francophone en ordre. On l'a remise en ordre de façon à ce qu'on aille, par exemple, contrat d'apprentissage. Il y a plusieurs types de contrats d'apprentissage. 3-4 contrats d'apprentissage dans l'espace francophone. Ça n'a pas de sens pour l'apprenti et ça n'a pas de sens pour l'entreprise. Quel type de contrat, pourquoi les différences de l'un à l'autre, etc. Donc ce travail de simplification, d'harmonisation, il est en cours. On a non seulement eu un gouvernement quadripartite, nous avons eu un gouvernement alors tripartite, COCOF, région wallonne et communauté française. Moi, je ne parviendrai jamais à dire Fédération Wallonie-Bruxelles. Quels sont les objectifs? Une structure unique de pilotage de l'alternance, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, un statut unique du jeune en alternance, un contrat d'alternance commun, l'organisation d'un bilan d'orientation, une amélioration de l'encadrement des jeunes en entreprise, la mise en place d'un cadastre et d'un plan de formation, et la révision du système de primes aux opérateurs ainsi qu'aux entreprises. Et donc, ça, ce sont les grands objectifs qui sont mis. Alors, tout reste à faire, mais sur ces chantiers-là, il faut bien reconnaître qu'il y avait autant de pratiques qu'il y avait de gouvernements francophones. Nous en avons 3. Deuxième chose, c'est que nous avons décidé de rattraper le retard. Pour faire une formation,
il faut bien entendu qu'on ait codifié cette formation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait déterminé le métier et le profil du métier. Ben, vous devez savoir, enfin, moi je dis les choses telles qu'elles sont, hein, on a à peu près 10 ans de retard sur la communauté flamande. Tout simplement, il y a toute une série de métiers dans l'espace francophone qui ne sont toujours pas définis. Alors, si on ne sait pas définir un métier, on ne sait pas définir les formations. Si on ne sait pas définir les formations, on ne sait pas définir des validations, etc., etc. Donc là, on a décidé de mettre les bouchées doubles. C'est indispensable si on veut résoudre le problème apporter une solution un peu plus cohérente à la problématique de l'emploi et de la formation. Donc cette task force, elle est instituée, elle travaille, elle fonctionne, mais on n'en est qu'au début d'un processus. Hein. Pierre de Vleeschhouwer. Oui, donc effectivement par rapport aux intentions du gouvernement et cette task force, nous pensons qu'effectivement c'est positif. Ayant connu par le passé les différents dysfonctionnements, les différents niveaux de pouvoir d'intervention, quand on travaille, pour ma part, dans l'insertion socio-professionnelle, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Je pense qu'on a tout à gagner à de la cohérence, et je pense qu'effectivement cette task force qui réunit tous les acteurs, c'est une première. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça non plus. Et donc, je pense que c'est extrêmement positif. Voilà, donc à ce stade-ci, c'est une dynamique qui est lancée. On verra sur quoi elle pourra se déboucher. Peut-être que par rapport à ça, c'est extrêmement important que l'enseignement soit impliqué. Ce que nous constatons dans l'ISP, évidemment, qui travaille avec des demandeurs d'emploi peu qualifiés, c'est des demandeurs d'emploi qui sont tous passés, enfin, dans leur grande majorité, sont passés par le système scolaire et qui, de fait, ont acquis peu ou trop peu de compétences professionnelles. Il y a un élément, il me semble, mais ça se passe encore trop tôt, mais qui pour moi est important, c'est qu'il faut aborder ça à deux vitesses. Effectivement, par rapport à l'enseignement, il y a des choses à améliorer. Je pense que sur les profils métiers, sur les formations offertes, il y a sûrement des choses à améliorer. Il y a aussi des choses à améliorer sur la manière dont on aborde l'orientation. C'est une question dont on parle peu ou pas, mais l'orientation par rapport aux jeunes qui sont dans le système scolaire est souvent désirée. On parle d'un système plutôt... c'est pas un vrai système d'orientation, c'est un système d'élimination. Voilà, et donc je pense que ces questions-là sont très importantes à aborder, mais je pense qu'il y a deux vitesses. Donc aujourd'hui, il y a 100 000 demandeurs d'emploi. Sur ces 100 000 demandeurs d'emploi, il y en a à peu près 28 000 qui n'ont pas le diplôme de secondaire inférieur et à peu près 30 000 qui ont soit pas de diplôme, soit des diplômes non reconnus parce qu'ils ont fait leurs études à l'étranger. Et donc évidemment, eux sont là aujourd'hui. Et donc je voulais demander un peu au ministre comment est-ce qu'il a envisagé par rapport à ces politiques ce traitement qui, de mon point de vue, nécessite deux vitesses d'action. Oui, donc moi je dis toujours, je prends cette formule, continuer une politique de l'emploi et de la formation en n'apportant pas des réponses structurelles en amont, c'est le tonneau de Danaïde. Hein. On va faire des efforts, on va mettre des gens, on va les mettre en formation, on va augmenter leur capacité à pouvoir s'insérer sur le marché du travail, mais dans le même moment, on en sort un, il y en a un qui arrive, quoi. Donc il y a un réel problème. Quand on voit, on le voit d'ailleurs, l'Europe a fait une sensibilisation sur ce qu'on appelle les NEETs, le nombre de jeunes qui à partir de 15 ans sont en décrochage, alors qu'un jeune est en décrochage pendant 3 ans, de manière totale ou partielle, peu importe, mais complètement, enfin voilà, n'est plus réellement dans le circuit scolaire, il arrive à 18 ans sur le marché du travail, et puis à ce moment-là, on doit réparer la casse, quoi, hein. Donc c'est sûr que notre enseignement, et ça c'est vraiment la grande interrogation que nous devons avoir dans notre société, comment se fait-il que dans une société comme la nôtre, où quand même on a un système de protection sociale qui est plus élevé qu'ailleurs, et auquel, à mon avis, on doit se battre pour le conserver et qu'il ne soit pas détricoté, même s'il y a sans doute des volontés d'essayer de détricoter ce modèle social, comment se fait-il que ce modèle social est aussi imparfait au niveau de l'enseignement? Comment se fait-il que notre enseignement n'a pas la capacité de résorber les inégalités? Au contraire, l'enseignement, je dirais, accentue les inégalités sociales des élèves. C'est fondamental, une question importante. Et oui, il y a un problème d'orientation, et ça, je l'ai cité d'ailleurs, et je réagis comme ancien prof. Aujourd'hui, quand ça ne va pas avec un jeune,
on dit qu'on le réoriente, c'est-à-dire qu'on le met ailleurs, qui est vécu comme un échec ou une pénalisation. Et quand on va d'échec et de pénalisation en échec et pénalisation, ben, évidemment, on déstructure totalement un individu. En tout cas, on ne le motive pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on doit avoir une véritable politique d'orientation. Cela suppose sans doute aussi que on ose redéfinir autrement un certain type d'enseignement. Mais ça, c'est un chantier important et je ne me fais pas d'illusions. Je pense que même si, et je crois que en tout cas autour de la table, je vois des opérateurs, j'ai des contacts réguliers avec la ministre de l'Enseignement, et régulièrement, j'ai encore vu vendredi, effectivement, elle a la volonté, on a la volonté d'aboutir, quand bien même elle aurait la volonté et qu'elle aurait les moyens, c'est un travail de 10-15 ans. Il ne faut pas faire bouger les lignes de l'enseignement, c'est un travail de 10-15 ans. Alors, nous, en termes maintenant de formation, moi, je vais pas non plus avoir un discours démago. Hein. Il y a 107 110 demandeurs d'emploi, et je me rends bien compte que dans ces 107 110 demandeurs d'emploi, avec les moyens qui sont le nôtre, humains et financiers, il y a, hélas, des générations qui sont presque perdues. Je ne vais pas être négatif. Mais ce que moi, je ne veux pas, ce qu'on ne veut pas, et ça, c'est quand même le mécanisme, c'est que le jeune qui arrive sur le marché de l'emploi, celui-là ne fasse pas partie des générations perdues. Donc, le mécanisme que nous avons mis en place, qui est inspiré du mécanisme européen, etc., de la garantie jeunesse, c'est que dès qu'un jeune s'inscrit, on a quand même 12 000 tous les ans, quel que soit, bien entendu, son bagage, est pris en main par Actiris ou Bruxelles Formation, et ou Bruxelles Formation, et ou les différents partenaires, dont le secteur que vous évoquez, que vous représentez. Et donc, et dans le but de quoi? Dans le but de remettre, en tout cas d'éviter que ce jeune-là reste pendant des mois et des mois à ne rien faire, alors que peut-être ça fait déjà 2-3 ans qu'il ne fait rien, et donc essayer de le remettre dans un circuit de motivation qui passe par de la pré-formation, de la formation qualifiante, par des stages, par tout ce qu'il faut pour le mettre en contact avec le monde du travail, avec, je dirais, pour détecter en lui la motivation. Alors, ce n'est pas une recette miracle, mais de deux choses l'une, ou bien on ne fait pas ça de manière systématique, et à un moment donné, ce sont les plus faibles qui passeront d'entre les mailles du filet et qui iront grossir le champ des générations perdues. Mais vous dire que moi, j'ai les moyens financiers et humains pour donner un accompagnement tip-top personnalisé aux 107 110, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas le faire. C'est tellement vrai que je suis en bagarre avec le fédéral qui veut en rajouter en disant « et vous devez faire un accompagnement personnalisé pour les prépensionnés ». Moi, je ne sais pas. Alors, si on fait ça, ça sera au détriment d'autres. Et on a fait un choix. On s'est dit, en tout état de cause, les jeunes qui arrivent, s'inscrivent, ceux-là, on doit mettre le paquet. Ceux-là, on doit leur donner la possibilité, la chance de retrouver des sources de motivation, la possibilité d'avoir le pied à l'étrier et de s'insérer dans le marché du travail. Ça, oui, ça, c'est la priorité. Et tout ce que l'on peut faire en plus, au-delà de ça, avec les moyens qui sont les nôtres, eh bien, on le fera. Mais la priorité, c'est cela. Et donc, quand le fédéral me dit « ouais, ben non, vous devez absolument maintenant faire un accueil personnalisé pour des personnes de 62 ans qui ont été prépensionnées », je me dis « avec quels moyens, comment et au détriment de qui ?» Je vais juste, Oui. par rapport à cette question-là, il y a un élément qu'au niveau des opérateurs d'ISP, on ressent relativement fort, même si effectivement le fait d'accompagner, donner des formations à des jeunes ou à des moins jeunes a une réelle efficacité. Hein. On pourrait amplifier ça, augmenter ça. La demande est forte, mais effectivement, il y a une question de moyens. Mais donc je pense que ça fonctionne quand même relativement bien, même s'il faut évaluer, modifier, évoluer. Par contre, une grosse difficulté que les centres qui font l'ISP rencontrent, c'est les questions de discrimination à l'embauche. Donc je pense que c'est une vraie problématique à Bruxelles, sans doute pas qu'à Bruxelles, mais en tout cas à Bruxelles, c'est vrai, que j'ai peu entendu aborder jusqu'à présent dans toutes les questions qui sont mises sur la table pour le moment, et qui est une vraie difficulté, et par ailleurs aussi, quelque part, l'engagement des entreprises à jouer le jeu de ces différents dispositifs.
Donc je caricature un peu, mais on peut se le permettre. Donc les entreprises souvent sont très demandeurs et des pouvoirs publics et des associations qui font la formation de leur fournir des moutons à 5 pattes. Et parfois on fournit un mouton à 4 pattes, voire parfois même à 4 pattes et demie, et ça ne suffit pas encore pour engager. Et là-dedans, les processus de discrimination à l'embauche sont quand même assez importants. Je voulais avoir un peu une réaction de votre part là-dessus. C'est tout à fait exact, mais là aussi... donc on doit lutter contre toute forme de discrimination dans la société. Vous dire que j'ai la recette miracle pour la lutte contre la discrimination à l'embauche, ce serait aussi présomptueux. Et j'attends d'ailleurs que quelqu'un me formule la solution. Vous savez, à un moment donné, vous êtes devant une audition, une embauche, il y a quelqu'un qui va porter un diagnostic, c'est dans un bureau, la personne qui n'a pas été reçue pourra dire, c'est parce que j'ai mon origine, ma religion, ma tête ne lui convient pas, etc. C'est probablement vrai, mais c'est très difficile à détecter. Vous le voyez d'ailleurs, une agence d'intérim, pour qu'elle soit condamnée après combien d'années d'ailleurs, après combien d'années, je ne vais pas la citer, elle commence par A, je crois, et pour qu'on la condamne, alors que là, on avait une preuve précise de double liste, en disant en fonction des origines des personnes. Donc oui, on doit lutter. Alors, la lutte passera... Quels sont les instruments qu'on a? Par exemple, en titre-service. En titre-service, puisque ça c'est régionalisé, j'ai été très clair avec le secteur du titre-service, qui a un problème de rentabilité. Bon, je dis titre-service, parce que ça représente quand même 17 000 emplois temps plein, 22 000 emplois, 22 000 personnes bruxelloises qui sont occupées dans le secteur titre-service à Bruxelles, souvent de personnes de faible qualification. Eh bien, je dis, bon, vous avez un problème de marge. Moi, je ne vais pas faire, comme je l'ai vu, par exemple, la position wallonne, qui consiste à dire, on va augmenter les marges, par exemple, en termes d'indexation, c'est très complexe. L'indexation, sur le titre-service, il n'y a qu'une partie du titre-service qui est indexée. Le secteur me demande, il faudrait indexer sur 100%. C'est clair que si on indexe sur 100%, effectivement, ça va améliorer la rentabilité de l'ensemble du secteur. J'ai très clairement dit, si j'ai des marges, la rentabilité, elle sera pour les entreprises qui, précisément, montrent qu'elles ont un plan de diversité et sont dans leur politique d'emploi, de structure de l'emploi, incontestablement très attentifs à ce qu'il n'y ait pas la discrimination. Donc, là où j'aurai les moyens, on donnera des efforts, on fera des efforts supplémentaires pour les entreprises qui jouent le jeu. Et c'est vrai aussi dans les aides économiques, etc., etc. Maintenant, sous les entreprises, c'est bien vrai, ça je suis tout à fait d'accord, c'est que je n'arrête pas d'entendre les entreprises dire « ouais, mais enfin, qu'est-ce que c'est, 107 000, alors et nous on demande, etc. etc. » Mais vous savez, il y a un discours qui consiste à dire quelque chose, et puis il y a la pratique sur le terrain. Et moi j'en ai assez aussi que chaque fois qu'il y a une expression du monde économique, c'est toujours avec un regard négatif sur celles et ceux qui sont demandeurs d'emploi à Bruxelles. Moi, ça ne m'a pas fait plaisir lorsque le secteur patronal dit « ouais, mais on ne s'est pas engagé les Bruxellois parce que c'est majoritairement, enfin, il ne m'a pas dit, mais majoritairement, c'est tous des impolis. » Quand on a un regard comme ça sur les demandeurs d'emploi, je me dis que ce n'est pas gagné de sensibiliser les entreprises. Mais voilà, ça en fera un travail, mais je ne peux pas vous dire que je peux garantir qu'il va y avoir une inversion de tendance. Mais aujourd'hui, il y a 47,6% dans l'ensemble de l'emploi bruxellois, 47,6% qui sont bruxellois. Si on parvient, ne fût-ce qu'à gagner 2 ou 3% sur l'ensemble du marché du travail bruxellois, on a gagné presque, on a fait diminuer le chômage de 10 à 15%. Donc c'est vous dire que travailler à la marche peut avoir des effets significatifs sur le plan macroéconomique. Bien, alors maintenant une question particulièrement sensible, en tout cas certainement pour tous ceux qui sont ici, ou une grande majorité vraisemblablement. On va parler de la réforme du programme ACS, Monsieur Gauzoin. Donc cette réforme qui répond à votre volonté politique pour en faire un outil d'activation des jeunes demandeurs d'emploi. On vient de parler des jeunes demandeurs d'emploi. Mais comment faire cette réforme sans mettre à mal l'emploi dans le secteur non marchand ?
Alors, mais je suis prêt à passer autant de temps qu'il faut, hein. J'ai eu une réunion avec la plupart des fédérations, à l'initiative d'ailleurs de mon groupe parlementaire. J'y étais, je suis prêt à aller d'ailleurs encore à toutes les initiatives. On y restait 2h30, hein, donc je veux bien encore y consacrer simplement, il n'y a aucune remise en question de la politique ACS actuelle. Aucune. Aucune. Tout ce qui est acquis est acquis. Par contre, pour l'avenir, oui, on va aller vers une formule d'activation pour l'avenir. Je l'ai dit dans toutes les langues, je l'ai même écrit, mais je comprends que ça crée des inquiétudes, mais il n'est pas question à un moment donné de remettre en cause ce qui a été accordé. Je ne suis pas fou. Quand bien même voudrais-je le faire, ce qui n'est pas le cas, je ne suis pas fou politiquement pour le faire. Donc je sais très bien que ça représente 9 975 travailleurs et que ce n'est pas le ministre de l'Emploi qui va rajouter des problèmes à la situation de l'emploi. Mais ce que nous disons, c'est que oui, il y aura dorénavant des évaluations. Oui, mais ça n'est pas un problème, ça. Si on gère correctement son ASBL et pas une évaluation sur le qualitatif. L'actiris n'est pas outillé pour dire, tiens, vous occupez d'enfance, là, est-ce que vous faites ça bien? Non, 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 il ne s'agit pas de travailler sur le qualitatif, c'est-à-dire l'objet de l'association. Il faut simplement que le travailleur fasse ce qui est inscrit dans la convention. Hein. Je sais pas moi, si il est à une autre tâche ou s'il est dans une autre SBL parce qu'il a été détaché sans qu'il y ait l'accord d'activisme, ah oui, là il y a violation de la convention, il y aura sanction. Il faut simplement, l'évaluation, c'est que on respecte les règles vis-à-vis des travailleurs, les règles sociales, les règles juridiques de gestion de toutes les ASBL. Et toutes celles qui font ça n'ont rien à craindre. Alors on se pose la question, fondamentale, oui, mais si un de mes travailleurs, puisqu'on ne touche pas à l'existence, si un de mes travailleurs part, eh bien, les gens auront toujours un ACS. En fonction de l'association, nous verrons si cette association peut faire l'effort aussi d'entrer dans une logique d'activation. Alors, logique d'activation, c'est pour répondre à quoi? Moi, je m'en serais passé comme ministre de l'Emploi. J'ai passé la moitié de mon temps à essayer, et ce n'est pas encore fini, à essayer de réparer les exclusions qu'on organise par ailleurs. Donc, qu'est-ce que l'activation? C'est essayer de mettre soit au travail, dans le meilleur des cas, soit dans les filets de la sécurité sociale, toutes celles et tous ceux qui sont exclus ou qui vont être exclus. Voilà, c'est ça l'activation, c'est permettre à quelqu'un de pouvoir trouver un job. Ça, c'est le meilleur des cas. C'est pas toujours possible, mais qu'à tout le moins, après cette expérience-là, il ne se retrouve pas de nouveau à la case départ, comme tous les petits jeux vous tombez dans la trappe et vous êtes reparti pour recommencer le chemin. Voilà, c'est tout. Alors, je dirais au secteur non marchand, et moi j'ai entendu quand même beaucoup de dire, tout le monde doit prendre sa part. Vous ne pourrez pas me demander, le secteur non marchand ne pourra pas dire, oui, mais vous devez demander au secteur économique de faire des efforts. Ou je le ferai, je le dirai qu'ils doivent prendre aussi leur part, mais il ne faudrait pas aussi qu'on me dise, mais nous pas. Nous, on est exonérés de voir si c'est possible de aussi participer à cet effort. C'est-à-dire que dans une structure où il y a, je ne sais pas moi, 17 ou 20 travailleurs, ça existe, s'il y a un renouvellement et qu'il est possible de donner une expérience professionnelle à un jeune pour lui permettre précisément de se mettre le pied à l'étrier, oui, on le fera. Si, évidemment, on est dans une structure où il y a 2 personnes et que c'est le directeur qui part et qu'il a une fonction, il est évident qu'on ne va pas rentrer dans une logique d'activation parce que sinon je décapite la SBL. Mais ça, je ne peux pas déterminer une norme. Simplement, je dis, on ne touche pas à la situation actuelle. C'est tellement vrai que nous l'avons déjà décidé depuis quelques mois. Qui, aujourd'hui, s'est plaint de ce qu'on lui ait supprimé des ACS, qu'on ait remis en question les ACS. En tout cas, j'ai beaucoup de lettres de gens qui craignent pour l'avenir, mais ça fait déjà, moi, depuis
8 mois que je pratique cette politique. Hein. Alors peut-être que cette crainte vient aussi du fait que les partenaires sociaux qui représentent ces secteurs ne sont pas représentés au comité de gestion d'Actiris. Mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Alain. Ah non. Dans le secteur, d'abord les syndicats sont représentés. Tous les syndicats sont représentés. Et les syndicats sont aussi défendeurs de travailleurs aussi qui travaillent dans le non-marchand. Je rencontre régulièrement la section non-marchand de la FGTB. Que je sache, ils défendent les travailleurs du secteur non-marchand. Ils sont représentés. Dans le secteur patronal, et c'est une nouveauté, j'ai, dans les 6 emplois qui sont alloués au secteur patronal, pour la première fois, il y a un représentant du secteur non marchand. C'est peut-être pas celui que vous souhaitez, ça c'est peut-être un autre problème, mais il y a la CBE. CBENM. Voilà. Bon, c'est la Confédération bruxelloise du non-marchand. Voilà. Eh bien, il y a quelqu'un qui représente le non-marchand. Il est non-activiste. Alors, il est depuis début janvier, et je peux vous dire que ça n'était pas évident d'aller expliquer au secteur patronal qu'ils doivent mettre un de leurs postes en jeu. Qu'est-ce qu'ils souhaitaient? Ah mais non, ils en voudraient en plus. J'ai dit, attends, Actiris, comité de gestion, ça fait déjà 6 patronaux, 6 syndicats, 12 personnes pour gérer Actiris, c'est déjà pas mal. Si on devait en faire un mini-parlement, alors Actiris ne sera jamais géré. Donc oui, il est représenté. Pierre de Vleeschouwer. Oui, bon, en tout cas, les propos de M. Gossuin sont partiellement rassurant sur ce dispositif ACS. Bon, c'est vrai que ça crée évidemment beaucoup d'émoi, et vous le savez, parce que c'est un dispositif qui est extrêmement important pour l'ensemble du non-marchand bruxellois et pour toute une série de secteurs où la proportion d'ACS est relativement importante, aussi due à ce qu'on évoquait tantôt pour le secteur social-santé, à des modes de financement complexes qui ont aussi amené à ce type de soutien relativement important. Donc ça, c'est un point. Je pense que nous pensons dans l'insertion professionnelle, on est évidemment favorable à l'insertion des jeunes demandeurs d'emploi et on ne peut pas à la fois plaider pour une insertion maximum et à la fois ne rien faire pour, et ce n'est pas du tout notre position, notre intention, sauf qu'évidemment il ne faut pas qu'une réforme, et de ce que j'ai entendu je ne pense pas que c'est ça, qu'une réforme vienne à quelque part déstructurer ces emplois qui sont des emplois, j'allais dire, comme les autres, pour la plupart du temps, en tout cas dans le secteur que je connais, qui est celui de l'ISP, c'est des emplois comme les autres, hein, puisque sur 850 emplois, il y en a 450 qui sont des ACS. Hein, voilà, donc ce n'est pas des emplois qui viennent en soutien, c'est des emplois qui viennent pour faire fonctionner le dispositif. Voilà, et donc je pense que c'est important aussi que ces emplois, majoritairement, restent des emplois permanents, parce que voilà, travailler, pouvoir faire un travail de qualité, faire ça avec une grande partie du personnel qui tournerait régulièrement, ça ne fonctionne pas bien. Voilà, mais donc en tout cas, sur ces questions-là, je pense que ce sera en tout cas important de bien clarifier, de bien communiquer sur la manière dont se fera l'évaluation de ces postes quand quelqu'un le quitte et les propositions d'éventuellement, si j'ai bien compris, prendre ou ne pas prendre quelqu'un plutôt dans une logique d'activation. Voilà, donc ça je pense que c'est important, et je pense qu'effectivement aussi nous étions demandeurs de ça, qu'au sein des comités de gestion d'Actiris, il y a une représentation des employés du non-marchand. Je pense que c'est un point effectivement tout récent, mais qui est important. Bien, merci. Voilà, à vous la parole, à vous les questions, à vous les témoignages éventuels, les interrogations, les interpellations, s'il y en a. Diantre, c'est bien la première fois que je... Non, vous avez quand même une question qui est importante sur la remise à l'emploi. Ah oui, mais on vient de me dire qu'il ne fallait pas la poser, sans doute pour laisser la parole à la salle. Je vais vous dire quelles sont les 2 grandes évolutions que je compte faire. Bon, d'abord, je voudrais vous dire, c'était ma grande surprise, vraiment ma grande surprise, c'est que la plupart des politiques de l'emploi sont basées sur du sable en Belgique depuis longtemps. Toute la politique de l'ONEM est basée sur des arrêtés royaux d'après-guerre qui ont une viabilité de 46 ou 47. Viabilité, donc toutes les politiques qu'on a menées depuis par l'État fédéral, tous ces programmes sont basés sur des arrêtés royaux qui, en réalité, sont complètement inadaptés. Je ne le savais pas, je vais vous dire comment je le sais. De même, toutes les politiques qui sont menées à la communauté française sont basées sur un décret qui est complètement obsolescent. Et chaque fois qu'il y a eu des initiatives parlementaires qui ont été prises, qu'elles soient projets ou propositions, enfin projet, parce que là, l'avis du Conseil d'État a été assassin.
En réalité, j'hérite de cette compétence et donc, moi, j'ai envie de créer un concept de stage. Dans les stages, vous pouvez avoir différentes formules de stage qui sont soit initiées par Actiris ou soit par un organisme public de formation. Hein, le FPI est une forme de stage de formation. J'ai voulu faire ça, j'ai passé au gouvernement, pouf, Conseil d'État m'a dit il n'y a plus de base légale. La 6e réforme de l'État, de surcroît, ne nous permet pas de pouvoir nous appuyer sur ces arrêtés bancaux. Donc, nous sommes obligés maintenant de construire une base légale, ce qui va évidemment me faire prendre un petit peu de temps, de façon à pouvoir développer une politique de l'emploi. En d'autres termes, on nous a transféré les compétences sans nous donner la base légale. Mais je n'avais jamais entendu ça. Hein. Non, mais l'avis du Conseil d'État, il est fantastique. Il faut lire ça. Mais je rendrai ça public en temps opportun, mais c'est déjà presque public puisque je vous le dis. C'est assez ahurissant. Donc, moi, je veux créer une base légale pour créer des stages. Et puis, il faudra faire une autre base légale qui est de créer des contrats d'insertion. Qu'est-ce que c'est les contrats d'insertion? Ben, c'est permettre à des gens d'avoir une expérience professionnelle, mais à tout le moins que si ça ne mène pas à l'emploi, la préférence c'est que ça mène à l'emploi, qu'à tout le moins cette personne soit réinsérée dans les filets de la sécurité sociale. Or, depuis quelques mois, il y a un nouveau truc qui a été créé, c'est qu'on a exclu toute une série de gens des allocations d'insertion. Or, tous les mécanismes de l'emploi ne sont valables que pour ceux qui bénéficient d'allocations. Alors, si on vous exclut des allocations, on vous exclut des mécanismes de l'emploi. Et donc, moi, je suis devant un truc incroyable de devoir recréer une base juridique pour remettre dans le circuit des gens qui ont été exclus. Ce qui me fait déjà dire, d'ailleurs, je l'ai vu dans certains journaux dans le nord du pays, en disant, mais qu'est-ce que c'est ça? Ils ont décidé d'exclure, et puis à Bruxelles, on va remettre dans... Bon. Mais oui, il n'y a pas d'autre solution. Et donc, à la fois pour les stages, pour FPI, il faut être demandeur d'emploi. Hein. Donc, vous êtes à Bruxelles Formation, vous êtes exclu, vous avez droit à une formation, mais vous n'avez pas droit à pouvoir faire un stage en entreprise. Parce que, évidemment, vous ne bénéficiez pas de l'allocation de formation. On est dans l'absurdité, hein, on est dans le monde. Voilà ce à quoi je suis confronté. Donc, on va travailler sur les stages et puis sur les contrats d'insertion. Dans les contrats d'insertion, il y a le CPE, il y a notamment cette notion d'article 60. Moi, j'en suis à la réflexion, hein, de me dire qu'au fond, un article 60, c'est un contrat d'insertion. À condition, évidemment, que les CPS utilisent ça comme un chemin, maintenant, soit à une validation de compétences, soit à un emploi, ou soit, en tout état de cause, à fait que la personne puisse de nouveau entrer dans les circuits, dans les filets de la sécurité sociale. Et donc, les deux chantiers, c'est recréer d'abord, corriger les effets pervers du fait qu'on n'a pas de base légale, réinsérer tous ceux qu'on vient d'exclure et qu'on va exclure. En septembre, il y a encore tout un nouveau paquet d'exclusions qui va arriver. Et enfin, créer un corpus légistique pour permettre le développement de stages, peuvent être de différents titres. Hein. Ça peut être l'ex-stage de transition, ça peut être le stage linguistique, ça peut être le stage à l'étranger, mais ça peut être aussi le stage de formation, comme le FPI, etc. Donc, un concept global de stage. Et enfin, créer le contrat d'insertion, qui peut être soit porté par des CPS, soit porté par géré directement par des OIP, ou par le secteur non marchand, Donc, l'idée, c'est que, par exemple, imaginons que vous êtes dans une ASBL et vous avez 5 ACS, ces associations-là, il n'est pas exclu, en fonction des moyens que je vais dégager, hein, c'est toute une réorganisation de politique, que le secteur non marchand, pour l'instant, je l'ai prioritairement limité au secteur de l'emploi, de la formation et de la petite enfance, mais si j'ai des marges budgétaires par une réorganisation des politiques, ben, il n'est pas exclu que la structure non marchande qui bénéficie de 5-6 APS puisse aussi bénéficier de contrats d'insertion. Ça n'a pas d'obligation, hein, ça sera celles qui le voudront. Donc voilà, ça, ce sont les chantiers vraiment prioritaires si on veut remettre un peu de cohérence dans cette politique de l'emploi qui est écartelée dans tous les sens.
Pierre? Oui, peut-être une réaction par rapport à ça. Je pense qu'évidemment, soutenir les stages en entreprise, c'est tout à fait intéressant et nécessaire. C'est vrai que le paysage est aujourd'hui extrêmement compliqué. Il y a plein de types de stages différents et ce n'est pas évident du tout. Donc nous plaidons effectivement pour que l'accès aux stages soit facilité. Par contre, je pense qu'il y a un élément qui est important, en tout cas par rapport aux personnes qui sont peu qualifiées, en tout cas au départ, c'est que un stage seul en soi, souvent, ça ne produit pas beaucoup d'effets. Il faut qu'il y ait un vrai accompagnement pendant ce stage. Alors, il doit y avoir un accompagnement de l'entreprise, théoriquement, et une vraie volonté de l'entreprise d'apporter un apport de formation et d'encadrement, et aussi, sans doute, de pouvoir prévoir des formes d'accompagnement des personnes qui sont en stage, soit par les organismes publics, soit par les opérateurs qui ont ça dans leur mission. Voilà, parce que sinon, on risque effectivement à la fois d'avoir des effets d'aubaine pour les entreprises, d'avoir des stagiaires pour pas cher, entre guillemets. Voilà, donc je pense que ce volet accompagnement, formation est vraiment important pour que ça puisse fonctionner, que ce soit dans le marchand ou non marchand d'ailleurs. Bien d'accord. Des questions, des interpellations, des commentaires? Madame et puis madame. Oui. Quels seront les moyens de contrôle au niveau justement des stagiaires pas chers? Au niveau des stagiaires pas chers dont parlait monsieur, les travailleurs pas chers. Excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Donc Naïma Macran, 7 Canon Marchand, Bruxelles. Mais bon, alors vous savez, moi je suis très très libre je ne m'enferme pas dans des discours ou des a priori. Je reconnais qu'effectivement, avoir un stagiaire de 3 mois ou 6 mois pourrait être perçu comme un job pas cher. J'accepte cette analyse-là. Mais je me dis aussi que donner l'occasion à un jeune de pouvoir avoir un contact avec la réalité du monde du travail, c'est déjà en soi une formation. Beaucoup de jeunes, hélas, sont complètement déconnectés de la réalité, de ce que cela signifie travailler. Travailler, c'est se lever à une heure, c'est de respecter une certaine organisation, c'est d'avoir une méthodologie personnelle, savoir travailler en groupe, savoir travailler avec d'autres, etc. Alors, ça n'est pas évident, et je peux vous dire que beaucoup de jeunes, hélas, sont complètement déconnectés de cette réalité, sans doute parce qu'on ne les a pas préparés à cela. Et donc, le stage doit être l'occasion, et c'est pour ça que moi, je n'aime dire pas le mot stage de transition, j'ai envie de dire stage de première expérience professionnelle. Mais il est clair que le stage tel qu'il est prodigué par une entreprise, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle un organisme public de formation valide toujours, et doit toujours valider ce stage, pour être sûr qu'il n'y a pas une exploitation. Ou, je sais pas moi, on en profite pour que le type nettoie les chiottes d'un restaurant du matin au soir et du soir au matin, ou fasse vraiment des tâches ingrates pour 2 fois rien. Non, il faut véritablement qu'il y ait un plan et un projet. On va devoir travailler là-dessus. On va devoir travailler aussi pour identifier des entreprises qui veulent faire le jeu. Moi, il y a 20 ans, quand j'ai lancé la politique environnementale, j'ai dit, j'ai créé par exemple des labels au niveau des entreprises. À l'époque, on m'a dit, les entreprises font jamais ça les intéresse pas, vous comprenez? Ben non, il y a des entreprises, c'est devenu une marque de fabrique de dire, oui, nous, on est attentifs, on a un plan déchets, on a un plan circulation, on a un plan d'organisation de notre entreprise, on va vers des normes environnementales. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas créer des labels, je dirais, entreprises formatrices, qui permettent à des entreprises de se distinguer par la qualité du travail? Moi, je n'ai pas une vision manichéenne qui consiste à dire tous les entrepreneurs sont des profiteurs, des esclavagistes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations, bien sûr, mais ce n'est pas parce qu'il y a ce risque-là que je ne vais pas m'engouffrer dans cette possibilité d'offrir des stages à des jeunes. Donc, il y aura du contrôle, il y aura un cadre. Progressivement, tout ça n'existe pas. Et donc, je retiens cette idée, par exemple, de label entreprise formatrice. Et je suis convaincu, moi, que des entreprises, dans quelques années, se feront un point d'honneur, comme pour l'environnement, parfois,
pour une raison d'image, hein, c'est-à-dire aussi dans un but commercial, de se valoriser soi-même. Mais pourquoi pas, si c'est pour la bonne cause, de le dire, ben oui, moi, entreprise, je prends ma part dans ce défi qui est d'offrir des possibilités d'expérience professionnelle à des jeunes. Je n'exclus pas ça, mais je n'ai pas d'autre solution que cela, ou alors de ne pas faire ces stages parce qu'il y a effectivement le risque d'une dérive. Mais je vais vous rassurer, hein, sous la majorité des stages, hein, et c'est la critique que je formule, hein, ils sont très majoritairement dans la fonction publique. Hein. Et je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement une bonne chose, hein, qu'ils soient dans la fonction publique. Mais pour l'instant, c'est la fonction publique qui prend le maximum de stages. Or, je crois que le monde de l'entreprise doit prendre sa part. Merci. Oui, j'adhère tout à fait à l'implication, à la nécessité d'impliquer les entreprises dans la formation et la préparation des apprenants au travail. Je dis les apprenants en général parce que je ne pense pas que ça soit tellement bon de prendre les jeunes séparément. Je crois que les jeunes font partie de l'ensemble de la société et que dans l'ensemble de la société, il y a des chômeurs. Donc, je ne me suis pas présentée. Paula Hirsch, de l'ASBL Neve, projet pilote de formation professionnelle pour adultes. Alors, disons, j'ai fort apprécié aussi le lien que vous avez fait d'emblée entre l'enseignement et la formation professionnelle, effectivement. Et la formation professionnelle, c'est aussi le rattrapage des dégâts qui peuvent avoir été faits. Nous sommes dans une période de changement de paradigme, autant au niveau de l'enseignement qu'évidemment de la formation professionnelle. Alors, vous avez parlé de la définition des métiers. Alors, il y a peut-être un risque à vouloir les définir avec trop de précision parce que nous sommes dans une période extrêmement évolutive. Si on parle par exemple de secrétariat, on parle de rien du tout. On peut parler de compétences notamment, et les compétences qui manquent le plus tant aux jeunes qu'aux adultes, ce sont les savoirs linguistiques, comportementaux et technologiques. C'est les trois grands axes qui font défaut d'une manière générale et qui doivent être pris ensemble dans toute leur complexité. Alors ça vaut autant pour l'enseignement que pour la formation professionnelle. Donc, comment définir les métiers? Deuxième question, la réglementation. Effectivement, vous avez parlé de la réglementation pour l'emploi. Je la connais moins bien, mais pour la formation professionnelle, il y a aussi une certaine rigidification par les décrets, le décret notamment de 1995, c'est 95, hein, oui. Avril 1995, bon, qui définit très bien les conditions dans lesquelles une ASBL une entreprise de formation professionnelle peut être subventionnée. Si on prend les choses dans leur globalité, dans leur complexité, on déroge au décret et on est un projet innovant. Neve est un projet innovant. Voilà. Alors, non, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Mais vous partagez, enfin, vous donnez un certain nombre d'indications, j'entends bien, pas ici à aborder dans le détail tous les dispositifs, on aura, je crois, suffisamment de temps pour échanger. Ce que j'ai dit, bon, d'abord, les jeunes dont je parle sont des adultes, puisqu'ils ont tous plus que 18 ans, et ce que j'ai simplement dit, je ne fais pas une distinction, je dis simplement que nous allons mettre le maximum de moyens vis-à-vis de ces jeunes entrants qui viennent s'inscrire pour la première fois. Moi, je ne veux pas qu'un jeune qui vient s'inscrire soit laissé en carafe pendant des mois et puis après on vient le prendre. Et alors, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, tiens, tu n'as pas de formation? Non, je crois que dès le départ, il faut le mettre dans un train de motivation et dans un train éventuellement de pré-formation. C'est-à-dire que dès le départ, on doit faire des évaluations. On va évaluer, c'est ce qu'on est en train de faire, et à Bruxelles Formation, et à Actiris, savoir où il en est en langue, savoir où il en est
dans ces acquis de base. Hein. Vous savez qu'on a un nombre important de jeunes qui sortent de l'école et ils n'ont même plus leurs acquis de base en calcul, en connaissance de la langue maternelle ou adoptée. Et donc, croire qu'on va comme ça le réinsérer sur le marché du travail, ça ne sera pas possible. Donc, on a tout un travail de pré-formation à faire. Mais donc, ça ne veut pas dire qu'on exclut par rapport aux autres. Non. Ce qui est mis en place par mes prédécesseurs se maintient, continue avec les effets heureux, pas toujours heureux, que l'on peut estimer. Mais ce que je ne veux pas, je veux qu'à l'égard des jeunes, on ait une réponse forte et massive. Je ne peux pas vivre, moi, avec 26,8% de taux de chômage des jeunes. C'est une société. Alors, on a un taux de chômage qui est intolérable, hein, de 20% en général, mais 26,8% des jeunes, c'est intolérable. C'est une société qui se condamne à terme. On ne peut pas vivre avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations difficiles pour d'autres classes d'âge. J'entends bien. Mais moi, je dis que cela se défie. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, nous ne sommes pas capables de vivre dans une société démocratique. Parce que c'est vraiment l'essence même de la démocratie. C'est à la fois le partage du pouvoir, mais c'est aussi le partage des responsabilités. C'est de permettre à un jeune d'accéder à sa vie d'adulte en toute autonomie. C'est fondamental pour garder une cohésion de notre société. Et aujourd'hui, on est dans une situation qui ne peut pas, aucun d'entre nous peut nous laisser indifférents. C'est le grand problème auquel nous sommes confrontés. Outre le fait que nous avons un chômage qui est trop important, je conviens. Mais dans ce chômage trop important, on a un chômage qui est intolérable. C'est celui-ci. Quelle image donnons-nous de notre société à ces jeunes à qui on leur explique qu'ils ont une faible probabilité de trouver un emploi? Je ne conteste rien de ce que vous avez dit. Ce que je voulais, disons, l'idée sous-jacente, c'est que former les jeunes dans un esprit de cohésion sociale, dans un groupe qui représente un microcosme de la société, est une idée donc que nous portons, et ça permet, donc c'est une question de cohésion sociale. Prendre un groupe que de jeunes, ça, je ne vous ai pas dit. Ça pose un problème sur le plan pédagogique déjà. Non, mais attendez, ça c'est autre chose. Je ne vous ai pas dit qu'à Bruxelles Formation, on allait dissocier les jeunes. Hein. Si on fait une formation de vendeur, par exemple, il y aura des jeunes, il y aura des qui ne sont pas jeunes. Évidemment. Mais moi, ce que je veux, c'est mettre la gomme par rapport aux jeunes. Un petit complément d'information là-dessus. Ça paraît évident, mais je pense que la traduction administrative de l'initiative jeune, notamment pour les modules de formation pour lesquels les opérateurs rendent des projets, je pense pour demain, pousse les gens à faire des groupes homogènes de jeunes. Et je pense que c'est une question qui devrait pouvoir... Il devrait pouvoir avoir de la souplesse là-dedans pour permettre d'avoir des groupes, effectivement, où des jeunes rencontrent d'autres réalités que celles. C'est évident. Mais s'ils vont dans l'enseignement de profession, d'enseignement de promotion sociale, à ma commune, j'ai une école de promotion sociale, vous avez des jeunes, vous avez des moins jeunes, vous avez de tous les horizons, et c'est très bien ainsi. Vous avez même des gens qui travaillent, c'est intéressant aussi. Vous avez vraiment tous les publics qui se côtoient. J'avais encore une question. Est-ce que vous voyez la 6e réforme de l'État... Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Bénédicte Soès, je travaille chez Concertès. Est-ce que vous voyez la 6e réforme de l'État comme une opportunité de réfléchir aux autres politiques d'emploi dont on n'a pas parlé ici? Je parle des autres aides à l'emploi, Ciné, Activa, PTP. Quelle est votre vision? Oui, mais quand je vous ai dit en réalité... Quand je vous ai dit que le travail, on y sera confronté, le travail de réorganiser en même temps les stages et les contrats d'insertion, nous avons un autre travail à faire, c'est l'évaluation de ces politiques dont on hérite. Bon. Vous devez vous dire qu'il y a des entreprises que je ne vais pas citer, par exemple, qui sont des grosses entreprises, et qui bénéficiaient, qui sont situées à Bruxelles, et qui bénéficient, par exemple, de réductions de cotisations patronales pour une certaine catégorie de travailleurs. Aujourd'hui, ces budgets sont de notre compétence.
Mais dans cette entreprise très importante, vous avez par exemple que 8% de Bruxellois. Ça veut donc dire que 92% des moyens visent à accorder des diminutions de cotisations patronales pour des travailleurs qui ne relèvent pas de Bruxelles. Ça pose un véritable problème chez nous à Bruxelles, puisque, je vous l'ai dit, plus de 52% des travailleurs ne sont pas bruxellois. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'on va progressivement, comme pour les ACS, sans remettre en cause les acquis du passé, parce qu'on ne peut pas non plus déchirer des accords avec des entreprises qui, à un moment donné, de bonne foi, ont signé des engagements avec l'État fédéral, on va progressivement réorienter cette politique-là vers l'activation, c'est-à-dire mettre les moyens sur les demandeurs d'emploi. Donc plutôt que d'apporter des moyens vers les entreprises, on l'apporte sur les demandeurs, mais indirectement sur les entreprises, puisque, in fine, c'est une entreprise. Quand je dis entreprise, c'est dans le terme générique. Une SBL, c'est une entreprise qui engage le travailleur. Et donc, oui, ce travail doit être fait. Simplement, il faut être très prudent parce que, encore une fois, je ne peux pas improviser dans ce domaine parce que si on se gourre, c'est tout de suite un déchirement budgétaire de plusieurs dizaines de millions. Mais c'est un travail qui doit être fait en parallèle des deux chantiers que je vous ai cités. Oui, madame. Oui, bonjour, voilà, mon nom est Christine Gérard, je fais partie d'un ASBL qui est lié à une grosse école de promotion sociale et je voudrais soulever le fait que les gens qui font une formation dans le cadre de la promotion sociale, s'ils sont demandeurs d'emploi, bénéficient bien sûr d'aménagements tels que la dispense de rechercher un emploi, payent un prix diminué, mais par contre leurs indemnités ne seront pas constantes comme c'est le cas pour les gens qui font une formation en OISP, c'est-à-dire un organisme d'insertion socio-professionnelle. Attendez, leurs indemnités ne seront pas? Les indemnités ne restent pas constantes, c'est-à-dire que leurs indemnités diminuent comme tout chômeur qui ne trouve pas d'emploi. Oui, pour les élèves de promotion sociale, je ne sais pas ça. En tout cas, appel à la valise ici. En tout cas, par rapport effectivement aux demandeurs d'emploi qui ont un contrat de formation avec Bruxelles Formation, et donc c'est le cas des stagiaires en USP, puisqu'ils ont le même contrat. Exact. Effectivement, il y a une protection par rapport à l'activation, puisque l'activation est suspendue, ce qui est assez logique puisqu'ils sont en cours de formation. Exact. Et le calcul des périodes de chômage qui a une conséquence sur les indemnités de chômage est aussi suspendu. Donc en gros, pour faire simple, s'ils commencent la formation avec 20 mois de chômage, quand ils terminent leur formation 9 mois après, ils n'ont toujours que 20 mois de chômage par rapport à ce calcul-là. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, pendant la formation, théoriquement, il y a quelques erreurs parfois, mais théoriquement, effectivement, ils ont une espèce de protection sur leur allocation de chômage qui est figée au moment du début de la formation. Exact. Mais dans une OISP, donc, ils n'ont pas de diplôme, c'est souvent une formation. La formation en promotion sociale donne un diplôme, est peut-être parfois un peu plus longue, c'est possible, mais ce sont des gens qui, quand ils s'engagent dans une formation pour avoir un diplôme, pour avoir quelque chose de certifié, voient leurs indemnités diminuer. Et il est très difficile, quand on a des indemnités de chômage et qui diminueront dans les 3 ans de leur formation, alors qu'ils sortiront de là diplômés, mais ils vivent avec des rentrées qui sont de moins en moins importantes. Avec un bémol. Bon, d'abord, je ne suis pas ministre compétent pour les allocations d'insertion, ni pour l'évolution des allocations d'insertion. C'est resté fédéral. C'est par rapport à la formation que moi je disais. Alors, d'abord, un bémol quand même. Bruxelles Formation développe ces dernières années de plus en plus de partenariats avec des écoles de promotion sociale. Excellent. Dans ce cas-là, ils sont dans les mêmes situations que s'ils étaient dans les OISP. Je n'ai pas de souci à ce que... Moi, je n'ai aucun problème à ce qu'on développe encore davantage de partenariats. Actuellement, les partenariats que Bruxelles Formation fait avec les OISP ou avec les écoles de promotion sociale sont liés, souvent, pour l'essentiel, sont liés à un transfert financier. Bon. Ici, vous évoquez un autre cas, c'est des gens qui sont demandeurs d'emploi
et qui, en réalité, volontairement, entrent dans un processus de formation. Moi, je trouve que, sans doute, il y a un chaînon manquant qui ferait qu'on pourrait très bien avoir un partenariat sans qu'il y ait des échanges financiers, mais pour garantir des droits aux demandeurs d'emploi. J'ai aucun problème de réfléchir à ça. Pourquoi? D'abord parce que, j'ai défendu, et je continue de défendre, par rapport à la volonté d'exclusion, la région bruxelloise défend cet autre concept qui est de dire, bon, vous voulez exclure, bon, ça c'est le choix politique, il me semble, en tout état de cause, que quelqu'un qui est demandeur d'emploi et qui est dans un processus actif et validé hein, de formation, quand je dis validé, ce n'est pas validé par le voisin, c'est validé par un organisme de formation, par des partenaires qui ont pignon sur rue et qui sont des partenaires, je dirais, officiels. Ça peut être l'OSP, ça peut être l'école de formation. J'estime que quelqu'un qui est dans un parcours positif de formation, c'est-à-dire qui a la volonté d'acquérir une formation pour s'en sortir et pour pouvoir s'insérer dans le marché du travail, eh bien, cette personne ne devrait pas être exclue des allocations. Bon. Cette idée, on l'a lancée. Chaque fois qu'il y a un débat avec le fédéral, je le remets sur le terrain. Il me paraît, en tout état de cause, que c'est une manière sérieusement de moduler la position un peu, enfin pas un peu, complètement extrême, qui consiste à exclure à l'aveugle, comme l'a fait le gouvernement. Moi, je dis un peu de ça, qu'est-ce qu'on entend? Ils disent, parmi les demandeurs d'emploi, il y a 20% de tricheurs, des types de fainéants, ils ne veulent rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fusillé les 100%, vous en étiez sûr de toucher les 20%. Bon, alors, moi, je pense qu'il faut donc, se battre pour créer une nouvelle revendication qui est de dire, ceux qui sont... C'est une incitation à entrer dans un parcours de formation, dès lors. Parce que l'exclusion est faite, hein, je veux dire, on peut dire je réécris l'histoire d'eux, etc. Puisque l'exclusion, je pense que c'est défendable et c'est audible par tout le monde, en ce compris par des gens qui ont un regard très, très péjoratif au départ sur le monde du travail ou plutôt le monde des demandeurs d'emploi et le monde de la formation. C'est dire quand quelqu'un incontestablement est dans un parcours de formation, c'est une aberration de le sanctionner. Ceci étant, je suis donc attentif à voir comment on pourrait créer des partenariats, parce que celui qui est exclu pour chez vous. Hein, là, ce n'est que par ce biais qu'on pourra le récupérer. Pour les autres, c'est essayer de voir si on peut faire des partenariats qui ne sont pas nécessairement fondés sur un transfert financier. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce que je trouve que, et on y travaille, hein, c'est qu'il doit y avoir une plus grande transmission des informations entre les opérateurs de formation, tout confondus, et l'opérateur public, le régisseur d'emploi, qu'est Actiris. Pas pour le contrôle. Pas pour le contrôle. Moi, je ne suis pas là pour sanctionner, même si je dis très objectivement que quelqu'un qui absolument... sauf si c'est un cas qui relève de la psychiatrie ou autre, mais quelqu'un qui manifestement n'a pas la volonté de s'insérer, d'aller dans le marché du travail pour toutes sortes de raisons, moi je n'ai pas de problème par rapport à ça. Je le dis, moi je ne suis pas un angélique, je n'ai pas de problème de sanctionner. Mais sanctionner quelqu'un qui est dans un processus positif, ça je ne peux pas l'accepter. Et donc, je crois qu'on peut réfléchir à cette piste-là. Ça n'est pas bête, de façon à ce qu'en tout état de cause, le type qui est dans un processus de 3 ans ne se dise pas « ouais, mais l'année prochaine j'ai un peu moins, etc. » Merci beaucoup. Encore une question? Non? Sinon, on va laisser alors le mot de la fin à Christine Van Essen de l'AMA, qui coordonne aussi toutes ces rencontres dirigées. Voilà, le mot de la fin, il est pour vous, Christine. C'est un mot de la fin qui va être assez pragmatique. D'abord pour remercier Monsieur le Ministre, ça va, j'ai pris aussi, parce que je pense que ça nous a en tout cas éclairé sur pas mal de sujets. Et j'avais participé à la réunion qui avait été organisée la semaine dernière par votre groupe parlementaire. Oui, vous l'avez redit aujourd'hui, je pense que si on a d'autres questions, on nous avait invité à ne pas hésiter à vous écrire et à aller plus loin dans certaines questions de terrain aussi, ce qui est parfois difficile, comme ça, lors d'une conférence, d'aller vraiment dans le détail. Donc je pense qu'on a bien entendu votre invitation aussi. Et donc d'un point de vue très pragmatique, au nom des associations qui ont co-organisé cet événement, merci beaucoup
d'avoir accepté notre invitation. Il reste encore 2 séances de rencontres irisées qui auront lieu le 10 juin et le 17 juin. Le 10 juin, donc c'est la ministre Céline Frémaux qui a en charge l'action sociale, la famille et l'aide aux personnes handicapées à la COCOF, qui a aussi en charge la lutte contre la pauvreté, la famille et la personne handicapée à la COCOM, et enfin une dernière casquette qui a en charge le logement, l'environnement et l'énergie pour la région de Bruxelles-Capitale, qui sera à votre place et qui donc sera soumise à la salve de questions. Il reste 7 places, donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore inscrit à le faire, et ce sera le 10 juin à 13h30. Et alors la dernière intervenante, c'est Cécile Jodogne qui interviendra le 17 juin à 9h30. Là, il reste 27 places, donc n'hésitez pas. Et elle est en charge, et donc on traitera de la question de la santé au niveau de la COCOF et de l'aide médicale urgente au niveau de la région de Bruxelles-Capitale. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et encore merci beaucoup. Et merci à toi, Martine. Mais merci à vous. Bon retour. Merci.